Le MMA est un sport de barbares. Faux. Faux. Regarder du MMA permet de se détendre. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis une arme. Faux. Oui, faux, oui. C'est Greg MMA, combattant professionnel de MMA. Je suis là pour discuter de sport de combat, de violence, etc. Le MMA sera aussi populaire que le foot. Vrai. Faux. Les sports de combat sont féminins. Vrai. Vrai. Il faut être musclé pour frapper fort. Faux. Faux. Les pratiques extrêmes attirent les gens. C'est vrai. La France est le futur du MMA. Vrai. Vrai. Le MMA est un sport mal compris. Vrai. Vrai. Salut, c'est Mathieu Burgalassi. Moi, je suis journaliste. Je travaille sur les réseaux sociaux, sur Insta et TikTok. Et je parle de sport, de pop culture et de société. On fait des sports de combat pour savoir se défendre. Faux. Un peu vrai. La violence plaît aux gens. Faux. C'est vrai. Les valeurs du MMA sont uniquement positives. C'est faux. Faux, ouais. Le MMA, c'est inclusif. Ah bah oui, oui. Allez, vrai. Le MMA est un spectacle. Vrai. Vrai. Le sport devrait être obligatoire. Faux. En bref. Certains sports devraient être interdits. Vrai. Interdit. Faux. Une épine, ça brise des carrières. Faux. C'est faux, c'est faux. Est-ce que vous vous intéressez ou est-ce que vous regardez des sports de combat? Non, pas du tout. Si je vous dis MMA, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ok, qu'est-ce que ça vous évoque? Une assurance? Ok, le sport de combat, pas du tout? Si, un petit peu. Ok, et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas d'avis. Qu'est-ce que tu penses du MMA en France? Je pense que c'est une bonne chose. Avant, c'était interdit en France. On a beaucoup de grands talents en France et je pense que maintenant, ça va être beaucoup mieux pour montrer ces talents aux yeux du monde. Est-ce que vous vous intéressez au sport de combat? Non, pas vraiment. Si je vous dis MMA, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me rappelle quand j'étais petite et je voyais passer des émissions à la télé sur le sujet. Les sports de combat, tout ça, c'est pas quelque chose que vous verriez pratiquer, par exemple? Non, mais j'ai des amis à moi qui pratiquent. Tu t'y connais ou est-ce que tu regardes du MMA, du coup? Mais j'avoue que je m'intéresse pas du tout à ce sport-là. Je regarderai pas en match entier, je pense. Ou alors, juste parce que je me suis jamais vraiment intéressé au sujet, mais après, avec des potes, si jamais ils me proposent, ça me dérangera pas, quoi. Est-ce que tu regardes des sports de combat de manière générale ou est-ce que ça t'intéresse? Non, j'avoue que je regarde plus sport extrême, pas vraiment les sports de combat, c'est pas du tout mon domaine, quoi. C'est un très bon sport. C'est un sport qui est à la fois la boxe mélangée avec du karaté. On a droit de mettre tous les coups possibles. C'est un bon sport, même si c'est un sport un peu violent. J'ai abîmé mon corps. C'est la phrase choc de Raphaël Varane. En une de l'équipe, il révèle avoir été victime de 2 commotions cérébrales dans sa vie, dont l'une en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014. Florent Duparchi a vécu la même chose que Raphaël Varane. 2 commotions lorsqu'il jouait à Reims. Il est le premier joueur français à avoir porté plainte contre son club pour mauvaise prise en charge. J'ai pris un coup de genou dans la tête sur une sortie. Toute la partie droite de mon visage, ici, elle s'est complètement décrochée du visage. J'ai eu un gros trou noir pendant 2-3 jours jusqu'à mon opération. La deuxième, elle est arrivée de façon beaucoup plus simple. J'ai simplement pris un ballon anodin dans la tête. Je sais même pas si un jour je pourrais retoucher un ballon de foot. Le foot qui est un sport perçu comme non violent, et vous qui pratiquez le MMA qui est un sport perçu comme violent, est-ce que vous inquiétez justement pour les générations futures et l'avenir du sport et la modernisation du sport, quand on voit que justement dans le foot on se pose déjà la question de la violence et des commotions cérébrales? Oui, bon, on se pose la question oui et non. Quand on pratique, on pense pas forcément aux conséquences. Par contre, si tu es parent, si tu es éducateur, bien sûr tu t'en soucies. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Mais ça reste un sport éminemment dangereux et violent qui aura des effets délétères dans le futur, notamment au niveau des frappes au visage qui entraînent des dommages au cerveau. Tu pratiques toi d'ailleurs? Moi j'ai pratiqué quelques années et Oui. j'ai fait de l'anglaise aussi. D'accord. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je pense que c'est vrai que pour les compétiteurs, les professionnels, il y a des risques évidents dans un sport de contact comme le MMA. Je pense que c'est aussi un sport où il y a quand même un suivi qui est quand même bien fait par des institutions médicales pour essayer aussi de savoir après les combats si les combattants peuvent repartir sans danger, peuvent recombattre sans danger. Et faut peut-être pas non plus mélanger la pratique amatrice où il peut y avoir des blessures et les gens peuvent se faire mal avec l'intensité de ce qu'on peut voir dans une cage de l'UFC, quoi. Oui, mais après les suivis médicaux, ils sont là pour minimiser. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de dommages. Donc quand tu prends un KO, de toute façon, t'es arrêté pour 30 jours, 60 jours, je crois. Et mais t'auras quand même ton KO et t'auras perdu des neurones et t'auras eu un gros bleu au cerveau. Donc il y aura des effets de toute façon sur le long terme. Je sais qu'au football américain, ils avaient disséqué des cerveaux d'athlètes qui souffraient justement de nombreuses commotions cérébrales et on voyait qu'il y avait des trous dans le cerveau. Donc ça peut entraîner la folie ou des maladies comme Alzheimer, tout ça. La dépression aussi. On en a beaucoup d'exemples, hein. Gary Goodridge, on a Mohamed Ali, il y en a beaucoup qui sont morts suite à la pratique de ce sport.
Kimbo Slice, bon, il y en a pas mal quand même. Absolument. C'est quelque chose qui vous inquiète? Bon, moi, ça m'inquiète pas trop, parce que de toute façon, la vie, elle est dangereuse, et quoi que tu fasses, de toute façon, tu prends des risques. Même en venant ici, j'ai pris des risques, j'ai traversé la route. Je suis pas à l'abri de me faire renverser ou de prendre un coup de couteau par un fou furieux. Donc, si on prend pas de risque, déjà, on s'ennuie. Puis, si on veut pas en prendre, on se terre chez soi. Et encore, tu peux t'asphyxier avec du monoxyde de carbone. Donc, faut faire attention. Donc, la vie, elle est dangereuse intrinsèquement. Donc, autant la vivre pleinement, en minimisant évidemment les risques, notamment lors des pratiques extrêmes comme le MMA. Mais bon, je pense qu'il y a 99,5% des gens qui s'en sortent bien. Donc, est-ce que les 0,5% qui s'en sortent mal sont un prétexte suffisant à mettre de côté cette pratique? Bah, je ne pense pas. Je pense que, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et je pense que plus on aura conscience du problème, plus on sera capable, tout simplement de le prendre en compte, d'amener justement ces bonnes pratiques dans les entraînements. Il y a des années de ça, quand un mec en sparring se prenait un mauvais KO, ça arrivait qu'il revienne le lendemain et qu'il repartent et qu'il remette les gants. Aujourd'hui, c'est très mal vu, et la plupart des entraîneurs lui diront frérot, rentre chez toi. Donc je pense que les pratiques sont en train d'évoluer, notre compréhension de ce qui se passe est en train d'évoluer, et plus on aura conscience des dangers qu'encourent les pratiquants, plus on aura conscience des dangers qu'encourent les compétiteurs, mieux on pourra les accompagner, mieux on pourra les prévoir, et mieux on pourra les anticiper. Maintenant, aux grandes organisations aussi derrière, de mettre les moyens pour pouvoir avoir un vrai suivi des carrières professionnelles, pas que pendant les années où les athlètes sont sur le ring, mais aussi après coup, pour qu'on puisse voir comment ça évolue avec le temps et qu'est-ce qui peut être mis en place en amont pour éviter des problèmes. Ouais, bah, comme tu l'as dit, les gens sont formés désormais. Dans les salles, il y a des petits écriteaux en cas de commotion, qu'est-ce qu'il faut faire, pas hésiter à appeler le médecin, etc. Et on est formé maintenant à réagir dès qu'il y a des signes qui montrent qu'un athlète est en danger. Donc oui, on est conscient de tout ça maintenant, les professionnels de l'enseignement. Et de toute façon, la France a toujours été en pointe au niveau des formations professionnelles, des éducateurs. Et les cursus en général sont assez pointus. On voit qu'aux États-Unis, n'importe qui peut se prétendre prof de karaté, machin chouette. Et en fait, souvent il y a des gros tocards. Et c'est là justement où il y a des dangers. Ouais, d'ailleurs, on voit, je trouve, dans les coins des rings, je trouve de grosses évolutions, même dans le très haut niveau, où il y a des décisions qui sont prises aujourd'hui de dire bon là on arrête un combat, on jette la serviette pour pas faire subir plus de dégâts, pour pas avoir des répétitions de chocs sur peut-être un traumatisme grave. Là où c'est vrai qu'on parlait de Mohamed Ali à son époque, c'était un peu la guerre comme à la guerre, on y va, t'avances, t'as un œil crevé, tu continues à y aller. J'exagère à peine, franchement. Et du coup, je trouve que ce changement dans les pratiques, il est déjà hyper sain. Et j'ai accompagné quelquefois des boxeurs amateurs et tout sur le ring. Et quand on voit aujourd'hui que il y a vraiment une attention qui est portée par tous les coins, par les entraîneurs et tout, à dire, écoute, t'es sur un combat amateur, c'est un petit combat, si tu prends trop de dégâts, on va t'arrêter. Quand bien même il n'y a pas eu un gros choc, quand bien même il n'y a rien eu de trop violent, parce que t'as une carrière à faire derrière, t'auras bien le temps d'aller faire des bagarres. Et du coup, je trouve que ça préserve bien mieux les athlètes, quoi. Donc, je suis d'accord. De ce point de vue-là, les paradigmes ont changé et on n'est plus dans un phénomène jusqu'au boutisme. On sait arrêter l'athlète, que ce soit justement les entraîneurs, le coin qui peut jeter l'éponge, ou même l'arbitre qui a conscience de l'incapacité à l'athlète de revenir dans le combat parce qu'il est trop amoché et que ça sert à rien de continuer. Donc, il y a beaucoup d'évolutions positives dans ce sens, et notamment dans le MMA, qui était un petit peu un milieu, c'était un peu la jungle au début. Vous direz que c'est moins violent aujourd'hui que ça l'était avant? Ouais, le MMA avant, c'était très violent, surtout les premières éditions, ce qu'on appelait le Vale Tudo au Brésil, ou le No Hold Bars aux États-Unis. Donc c'était des pratiques qui se faisaient déjà sans gants. C'était des gars qui étaient pas très bons techniquement, c'était plutôt des bagarres de bar. Avec parfois des disparités au niveau des poids qui étaient énormes, au niveau du niveau des combattants. Donc on assistait à ce qu'on appelle des mismatchs, des combats entre un débutant, un expert, et ça pouvait finir en boucherie. Et puis parfois même l'arbitre, le gars se prenait un KO et puis il laissait l'autre continuer à le frapper. C'était, je pense, il le faisait sciemment, je pense, parce qu'il voulait attirer un public avide de sang, assoiffé de
de frissons, mais aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Donc, le public est éduqué à comprendre la technicité et à l'apprécier, alors qu'avant, ils étaient juste là pour boire du sang et l'organisation, bah, ils mettaient tout en œuvre pour que ce soit des combats, des boucheries. Ouais, absolument. Les premières années du MMA, avec tout ce qui a été le moment où Gracie Jiu-Jitsu a commencé à provoquer d'autres écoles de sport de combat, puis toute l'époque du Vale Tudo jusqu'aux premiers UFC, c'est une période brutale. Et c'est pas une période brutale que par le sport, je suis assez d'accord avec toi, c'est aussi une période brutale par la volonté des organisateurs. Les premiers UFC, ils sont vendus en pay-per-view, il faut que ça vende, il faut de l'argent. Donc du coup, il y avait une croyance à cette époque-là que plus le combat serait ultime, plus il serait sanglant, plus les gens voudraient regarder. Mais après, si on on regarde vraiment les années et l'évolution du MMA, on se rend compte que le premier UFC c'est 1993, UFC 1. Et en fait, on commence à avoir une réglementation dès 1997, avec vraiment l'introduction de règles qui peuvent être proches de ce que en boxe on appelle les règles du marquis de Queensberry, qui sont on va mettre des gants, on va mettre un ring, on va faire des rounds, on va commencer vraiment à structurer le sport. Et tout ce côté ultra violent, il va disparaître en fait très très vite, presque 4 ans après les débuts du MMA, en tout cas dans la plus grande organisation au monde à l'époque, l'UFC. Et ça, en fait, je pense que ça va profondément changer le sport. Bon, faut aussi savoir que le MMA à cette époque est quand même pas mal sous pression, puisqu'en 96, il y a John McCain, un sénateur qui a vraiment essayé de faire interdire le MMA aux États-Unis. Et du coup, ils sont obligés de créer des règles, mais ils vont se rendre compte en créant des règles que ça ne fait pas partir les gens. Parce que les premiers UFC sont extrêmement chiants. Enfin, l'UFC 1 spectaculaire, mais si on commence à regarder l'UFC 2, l'UFC 3, etc., on se rend compte que on a des combats de 30 ou 40 minutes avec 2 mecs au sol, en slip, qui se roulent dessus en se mettant des petits coups de tête. C'est vraiment pas intéressant et ça dépassait les limites de temps des pay-per-view. Alors que quand on rajoute des rounds, quand on fait se relever les types quand ça traîne trop, ça relance le spectacle, ça redevient intéressant. Et ça, les Fertitta qui vont racheter l'UFC dans les années 2000-2001, ils vont bien le comprendre. Ils vont comprendre que finalement, les gens sont pas tant intéressés que ça par le sang, mais plutôt par un spectacle. Un peu comme le catch. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du sang au catch pour que les gens regardent le catch. D'ailleurs, c'est Art Davey, un des matchmakers de l'UFC, qui disait ça, qui disait, nous, quand on a créé l'UFC, on s'est basé sur le catch et le tractor pulling. Et ils vont orienter le sport vers quelque chose qui va être spectaculaire. Et ça, c'est un théâtre qui va être mis en scène comme spectaculaire. Évidemment, c'est un sport dangereux, c'est un sport de contact, mais qui va plus être aussi sanglant qu'au début et qui va paradoxalement attirer beaucoup plus de gens. Oui, effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai que les premiers UFC, c'était un petit peu chiant. Même la promesse était belle, mais les combats étaient pas aussi spectaculaires qu'aujourd'hui. Et je pense que les règles, elles ont tout fait justement pour rendre les combats de plus en plus spectaculaires. Et ils n'hésitent pas maintenant à relever les combattants quand ça s'enlise au sol. Donc tout a été fait pour le spectacle. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça un sport spectacle? Oui, en partie. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un problème que ce soit un sport spectacle, justement? C'est pas un problème que ce soit un sport spectacle parce que déjà c'est génial à pratiquer, c'est génial à voir. Donc si tout le monde est content, tant mieux. Hein. Sur le sport spectacle, moi, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet la professionnalisation des athlètes aussi. Il faut des stars, il faut créer de l'événement, il faut attirer les gens. Aujourd'hui, si le MMA il arrive à réunir autant de monde, c'est quand même un sport qui est en train de prendre une place gigantesque dans les pays anglo-saxons. Et en France, bon, on est sur un démarrage, mais un assez bon démarrage, je trouve aussi quand même. C'est parce que on a des personnalités, qu'on sait les mettre en scène, qu'on sait créer de la starification. Et moi, je préfère justement qu'on joue ce jeu du spectacle, du storytelling sur les combats, et que dans la cage, on ait un sport avec des règles, un sport où il y ait un vrai respect des pratiquants, que l'inverse, un sport qui serait ultra sanglant comme le MMA des débuts, mais où derrière, on n'a pas toute cette mise en scène et toute cette, on va dire, toute cette force donnée aux athlètes, qui permet pas forcément aux athlètes de faire carrière et qui en plus les met en danger, quoi. Alors par contre, tu vois que là, je suis en train d'y penser, c'est que c'est tellement un sport spectacle que parfois, je mets pas au point la stratégie la plus efficiente pour gagner, mais je fais exprès de pas aller, par exemple, au sol, pour proposer des percussions. Ah ouais. Je dis bon, je risque plus de perdre en faisant des percussions, mais je vais le faire plutôt que directement l'amener au sol et le soumettre, parce que ça va ennuyer le public. Et du coup, tu te mets en danger aussi, quoi, au passage. Ouais, c'est un peu comme une équipe de foot, comme les Italiens à l'époque, où ils étaient
où ils bombardaient la défense, et du coup, c'était un peu ennuyeux. Alors qu'il y a certaines équipes qui étaient plus axées sur l'attaque. Mais ils prenaient plus de danger en défense. Mais c'est vrai qu'en termes de carrière, quand tu vois les athlètes qui percent aujourd'hui, après, c'est pas toujours les athlètes qui sont le plus performants dans la cage. Il y a ceux qui vont être des grandes gueules et qui derrière, dans la cage, c'est chiant. Sean Strickland, par exemple, moi, je me fais chier quand je le regarde, mais par contre, le type, il parle, et il vend les combats. J'aime pas le bonhomme, honnêtement. Mais à côté, il y a aussi, je pense, peut-être une stratégie de se dire, ouais, si je mets un KO, si j'arrive à faire quelque chose de spectaculaire. Je me rappelle d'un combat de Sean O'Malley où il essayait de mettre un KO et de se barrer sans regarder le gars. Sans regarder le gars. Et en fait, plusieurs fois, l'arbitre revient et lui redit, non, mais vas-y, il est pas KO, remet des coups. Et du coup, il a dû s'y reprendre à 3 fois parce qu'il voulait créer ce moment, parce qu'il savait que ça allait être clippé, ce serait sur tous les réseaux et ça tournerait en boucle. Et ça a marché d'ailleurs derrière. Donc je pense que c'est un travers qu'il faut peut-être limiter pour pas non plus que les athlètes se mettent bêtement en danger, comme on peut voir des fois un athlète qui veut faire le malin, qui fait un peu de showboating, qui bouge en faisant le robot. Là, je me rappelle d'une vidéo d'un gars qui faisait le robot et qui s'était pris un KO direct derrière, quoi. Non, bah, j'allais en parler du trash talking qui aussi fait partie du sport spectacle et qui ressemble beaucoup au catch. En fait, le MMA, c'est une espèce de catch pour de vrai, hein. Ouais, carrément. On joue un rôle pour faire monter la sauce. Et puis on essaye de faire des prises aussi spectaculaires que possible pour faire augmenter notre valeur sur les marchés, quoi. Est-ce que ça s'éloigne pas justement de la valeur même du MMA qui était au départ plus underground, justement, des combats de rue, on cherchait justement, on était assoiffé de sang là-dessus. Est-ce qu'on s'éloigne pas justement avec la starification, le trash talk, tout ça qui en même temps s'éloigne aussi des valeurs sportives? Si on regarde l'histoire du MMA dans son entièreté, on a tendance à faire remonter le MMA, justement au Vale Tudo à cette époque avec le Gracie Jiu-Jitsu, etc. Des fois, pour l'anecdote, on parle du combat de Mohamed Ali contre un lutteur japonais dans les années 70. Inoki, ouais, c'est ça. Antonio Inoki. Mais du coup, on a tendance des fois à ramener à ça. Mais si on regarde vraiment l'histoire des arts martiaux, il y a des combats de MMA à la fin du 19e siècle. Ce qu'on a appelé les combats nations, qui étaient en fait des rencontres entre des pays où on avait chaque pays venait avec son style de combat. Par exemple, en 1845, on a eu des affrontements, c'était boxe française contre boxe anglaise, pour savoir laquelle des deux nations avait le plus de force, le plus de valeur, etc., etc. Et c'est déjà du MMA, c'est des deux arts martiaux qui se rencontrent dans des règles spécifiques. On est arts martiaux mixtes, hein, c'est ça le MMA, c'est pas le sang, c'est pas l'ultra-violence. Ça, je le redis, ça a été beaucoup du marketing, plus que la véritable histoire de ce sport. Donc, je pense qu'il faut se dire que aujourd'hui, le sport tel qu'il est en train d'exploser partout dans le monde, il est plutôt assez représentatif de sa tradition, puisqu'on retrouve, je trouve, cet affrontement entre styles, cet affrontement entre différents pays. D'ailleurs, chaque zone un peu géographique du monde a développé son style de combat. On voit le sambo du côté des pays russophones, on va voir la lutte universitaire du côté des Américains, le jiu-jitsu chez les Brésiliens. En France, on est plutôt sur le striking. Donc chacun va avoir sa manière de combattre, qui va être un peu une incarnation aussi de sa forme de courage, de la manière dont son pays pense l'affrontement. Et on fait s'affronter ça. Le but du jeu, c'est pas de mettre deux gars dans une cage et qu'ils se battent comme des chiens. Le but du jeu, c'est de faire se rencontrer les arts martiaux et de voir finalement quel style, quelle technique va mieux fonctionner qu'une autre. C'est ça le MMA. Non, peut-être avec le succès aujourd'hui d'une chaîne comme KOTS, King of the Street, qui met en avant justement des combats de rue là-dessus. Est-ce que c'est pas ça l'âme du MMA? Si, aussi, oui, aussi. Mais il n'y a pas qu'une façon de faire du MMA, il y en a plusieurs. Le KOTS, c'est ce qui se fait de plus extrême. Même s'il y avait certaines ligues, je crois, qui autorisaient les doigts dans les yeux à l'époque. Je crois qu'ils le font, le KOTS, mais bon, après, c'est une question de règles. Il y avait des compétitions comme le Golden Trophy en France, ou les ceintures d'or, ou le Kempokan. C'était du MMA, sauf qu'il y avait certaines règles qui étaient un peu moins libérales. Tu parlais du 19e siècle, mais ça remonte aussi au pancrace de la Grèce antique. Je crois qu'ils avaient le droit à peu près à tout. Il y avait la lutte, il y avait le pugilat, puis il y avait le pancrace qui mélangeait les deux. Donc c'est un sport ancestral et on a toujours voulu savoir qui était le plus fort. Et comme tu l'as dit, chaque région du monde, en fonction aussi des ethnies, des mentalités, les capacités physiques de chaque peuple, à mettre en avant un style plus qu'un autre. Moi, sur le KOTS, je voudrais rebondir sur le fait que effectivement c'est du MMA. Après, pour moi, on atteint la limite de la question sportive et je me demande l'intérêt de
pas de l'existence de ce genre de ligue, il y en aura toujours, et ça me dérange pas. Il y a toujours eu des backyard fights, comme on appelait ça, les combats d'arrière-cour. Il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Street Beef qui fait ça depuis des années et des années. Ce qui me dérange avec le KOTS, c'est la starification et la place qu'on est en train de donner aux combattants qui y vont, qui sont des combattants, franchement, des fois de troisième division, quoi, pour être honnête, qui sont sur des affrontements pas forcément très qualitatif, puisque le but du KOTS, c'est pas un affrontement de qualité entre deux techniciens. Le but du KOTS, c'est le spectacle, que le combat soit le plus sanglant. D'ailleurs, c'est pas une ligue où il y a pas de règles, hein. Il y a des règles, mais des règles qui sont faites pour favoriser le sang, pour favoriser la violence. On n'a pas le droit aux soumissions, on est amené à se mettre des coups, on est sur du béton. Ce qu'ils veulent, c'est créer le plus possible de spectacles sanglants. C'est pour ça aussi que les mecs ont rien sur les mains. Je pense que c'est pour favoriser les coupures, parce que ça rend bien l'image. Mais derrière, les mettre en avant ce genre de combattants et leur donner beaucoup d'importance, alors que des fois, c'est des types qui ont finalement 2-3 combats, qui sont des combats contre un hooligan sous stéroïdes sur un parking. Moi, ça me dérange parce que je me dis, on a quand même une scène du MMA amateur qui se bat aujourd'hui pour pouvoir se professionnaliser, pour pouvoir vivre de ces combats. On a des jeunes qui sont en train de se donner vraiment dur pour réussir à percer dans un sport qui devient de plus en plus compétitif. Et c'est un très mauvais exemple de leur dire « Ah ouais, mais regarde, si tu vas faire 2 combats sans règles dégueulasses en Suède, où tu seras pas payé si tu perds, bah là, on va parler de toi dans nos médias, on va te mettre en avant, on va te starifier. » Donc sur ça, moi je trouve que c'est un peu... Enfin, je trouve que on perd l'esprit du MMA et on perd surtout en fait la possibilité pour plein de jeunes d'avoir peut-être accès à des sponsors, d'avoir accès à une belle carrière en étant mis en avant pour une belle pratique sportive, en allant un peu trop du côté du spectacle, un peu, franchement, donc je trouve merdique. Oui, donc les gars du KOTS, bon, faut pas trop les dénigrer parce que même si parfois c'est pas les meilleurs techniciens, je pense que c'est des gens qui sont très courageux. Je pense qu'à chaque pratique sportive, on peut trouver de l'excellence partout. Et dans ce système de combat, c'est les mecs qui sont le plus borderline et c'est un côté intéressant parce que c'est des jusqu'au boutistes et c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Et c'est des hooligans sous stéroïdes, il y en a aussi à l'UFC, donc c'est pas forcément représentatif. Et c'est quelque chose que je respecte, même si je conseillerais pas ça je conseillerais pas ça de faire ça aux jeunes. Mais c'est quelque chose de valeureux et même moi, plus jeune, j'aurais pu le faire. Tu serais allé? Oui, j'aurais pu le faire, oui. Ouais. Parce que de toute façon, les mecs du MMA, tu sais, ils ont des mentalités assez extrêmes. Donc le but c'est quand même de savoir qui est le plus fort, avec quelles que soient les règles. C'est ça aussi l'âme des arts martiaux. C'est au-delà du sport, parce que là on parle de sport spectacle, mais on n'a pas évoqué les arts martiaux. Le but c'est de vaincre l'adversaire, quelles que soient les règles, et quel que soit le sol, quel que soit l'environnement. Et quelque chose comme KOTS aussi, ça remet aussi les idées en place. Tu te dis tiens, qu'est-ce que je ferais là-dedans, parce que ça met aussi les chocottes d'y aller. Il y a un environnement spécial, t'es pas coucouné par les organisateurs, tu vois des têtes autour de toi, ça peut te faire flipper, tu vois. Donc il y a un dépassement de soi évident dans ce type de combat, d'affrontement. Et même moi, j'aurais pu être tenté étant plus jeune. Moi, je reconnais qu'il faut une forme de courage pour le faire, mais ce que j'ai pas envie, c'est qu'on en fasse un modèle et que ça devienne plus attirant qu'aller faire des petits combats amateurs ou quoi, et que ça devienne justement pour des jeunes qui peuvent avoir un petit peu envie de se tester, un peu de se prouver, un passage ou même un passage qui leur semblerait logique en termes de carrière. J'ai entendu la dernière fois dans une interview un gars du KOTS dire ah oui moi je fais ça pour ensuite aller dans des ligues majeures, c'est une phase dans ma carrière. Et il citait Jorge Masvidal et Kimbo Slice en disant regarde il y a des mecs qui sont passés par l'underground et qui ont percé. Moi, je trouve que c'est un peu mensonger de le dire comme ça. Jorge Masvidal, il est passé, c'est vrai, par les backyard fights, par les combats à main nue, mais après, il a pris la voie extrêmement longue du sport pour réussir à percer et devenir la star qu'il est devenu derrière. On n'est pas venu le chercher à cette époque-là. Et Kimbo Slice, qui est peut-être l'un des rares exemples de mec qui a vraiment percé complètement dans ces milieux, en arrivant jusqu'à l'UFC. Faut aussi regarder sa carrière. C'est un mec que tout le monde adorait, qui était hyper charismatique et très cool. Mais après, derrière, à l'UFC, en réalité, il a fait que 2 combats. C'est pas quelqu'un qui a non plus marqué par ses performances à l'UFC. Il a bien plus marqué par son charisme. Et je crois que c'est mensonger de dire qu'on peut faire carrière en passant par des ligues comme le KOTS. Parce que je crois que le KOTS, déjà, faut quand même dire les choses.
ce que ça va laisser en termes de séquelles à un combattant qui il fera plusieurs combats, c'est quand même assez énorme. Les coupures à répétition, ça laisse du tissu cicatriciel sur le visage, un tissu cicatriciel qui va avoir tendance à se rouvrir sous les chocs. Les blessures aux mains, les fractures au métacarpien, ça peut guérir plus ou moins bien et ça peut laisser pareil des gros problèmes aux combattants, sans parler de tous les traumatismes, etc. Donc je pense que déjà ça va faire baisser drastiquement les années de carrière d'un combattant quand il passe par le KOTS. Et derrière, pourquoi une ligue comme l'UFC viendrait recruter ou même une grosse ligue viendrait recruter dans ce genre de ligue de combat là, sachant que les affrontements ils sont, je le redis, pas fondés sur une opposition technique. C'est plutôt une recherche de sensationnel, une recherche de sang, une recherche de violence. Donc, on peut difficilement juger du niveau technique d'un combattant dans ce genre de moment. Et du coup, je crois pas qu'il y ait vraiment possibilité de faire carrière là-dedans. Il faudrait pas non plus faire croire que c'est possible. Moi, j'ai pas dit qu'ils feraient carrière, hein. J'ai dit qu'il fallait une forme de courage et que c'était intéressant aussi d'un point de vue martial de se tester s'il y en a qui veulent y aller. Mais ceux qui veulent y aller, c'est résiduel. Il y en a. J'ai jamais eu un de mes élèves qui m'a dit je veux aller au KOTS, tu vois. C'est rassurant. Oui, mais c'est intéressant. C'est aussi intéressant. C'est des remises en question permanentes. C'est comme je t'ai dit, il faut distinguer la pratique sportive de la pratique martiale. Et quand on parle d'art martial, et on peut même parler de self-défense, s'il y a des techniques qui sont pas autorisées en MMA, c'est qu'il y a une raison. Ça reste un sport. Donc il y a pas les coups dans les parties génitales, il y a pas les coups dans les colonnes vertébrales, on touche pas aux yeux, on mord pas, tout ça. Alors à la tête aussi. Ouais. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Est-ce qu'on sort pas du sport du coup? Si. Mais enfin le sport. Après les gens t'ont dit que le sport c'était la santé, mais dans la définition du petit Larousse, le sport c'est toute activité physique où il y a un aspect compétitif. Donc voilà, le KOTS ça reste du sport. Un sport qu'on peut qualifier d'ultra violent, mais ça reste un sport, comme les sports, certains sports extrêmes qui, de mon point de vue, valent pas le coup de les faire. Ouais. Mais les gens le font et c'est leur liberté. Tant que les deux sont d'accord pour se taper dessus, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Et ça mériterait d'être aussi populaire que le MMA, ou ce serait dangereux si c'était aussi populaire? Il y a 20 ans, t'aurais dit que le MMA serait à ce niveau de popularité, les gens se seraient offusqués, ils auraient dit comment ça, c'est de la barbarie, c'est ce qu'ils disaient. Et maintenant, écoute, maintenant il y a le président de la République qui va féliciter Benoît Saint-Denis pour son combat. Bon, tu te rends compte qu'avant, voilà, on disait voilà, c'est des chiens qui se battent dans des cages, c'est des fous, c'est des barbares. Et maintenant, écoute, on a le président qui adoube un des meilleurs combattants français. On passe sur Canal+, sur TF1, dans les journaux, donc c'est des mentalités qui changent. Et est-ce qu'un jour, dans 20 ans, la mode ce sera les combats à poings nus dans des cages, type KOTS, peut-être. Est-ce que j'y participerai? Non, parce que j'aurais plus les moyens de le faire physiquement, mais j'aurais pu être amené à le faire, oui. Il y a quelques années, c'était illégal en France. Ça fait que 4 ans que c'est légal de faire du MMA. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que c'est des sports de barbares. Est-ce que tu partages cette opinion ou pas? Je pense pas que ce soit des sports de barbares, parce que bon, les mecs qui sont dans le ring, ils ont eu le choix. Enfin, c'est des mecs qui aiment ça. Ce serait barbare si c'était vraiment comme ça dans la rue avec des mecs au pif. Là, dans ce cas, ouais, ce serait barbare, mais sinon, non. Je pense que si c'est régi par des règles qui sont bien fixes, il n'y a pas de raison, c'est un sport comme un autre. Faut juste faire attention. Mais c'est comme au basket, au handball, au foot, par exemple. Donc, c'est pareil partout. On a tous des a priori à propos des sports de combat en général, c'est normal. Mais une fois qu'on y est, on voit que c'est de la bienveillance, voilà, c'est du contrôle de soi, etc. Et si vous testez, je pense que tous vos a priori vont partir. Le MMA, vous le pratiquez dans un ring, vous le pratiquez pas dehors. Ça veut dire, pour savoir des techniques pour se battre et se défendre, c'est une bonne initiative. Mais pour se battre dehors, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est pas un avenir souhaitable, honnêtement, que le KOTS devienne un modèle de sport. Je pense que justement, le MMA est un bel exemple de sportivisation, d'un sport qui s'est construit au fur et à mesure, qui a su se rajouter des règles, qui a su s'orienter pour devenir de plus en plus acceptable. C'est passé, c'est vrai, par une certaine euphémisation de la violence dans les affrontements, mais je crois pas qu'on y ait perdu au change en termes d'intérêt. Le sport est toujours aussi vraiment impressionnant, avec vraiment des événements, l'UFC 300 récemment qui était incroyable, qui sont toujours capables de faire lever les foules. Et j'espère sincèrement que le sport va continuer à évoluer dans ce sens-là, un sens où on préserve les carrières des athlètes, on préserve leur corps,
Un sportif professionnel, ça a ce que un capital corps, c'est Loïc Vacan, un sociologue qui en parle comme ça. C'est tout simplement que c'est comme un compte en banque, quoi. À chaque fois qu'on fait des combats, à chaque fois qu'on se blesse, à chaque fois qu'on a des problèmes, on enlève un peu de ce compte en banque. Et un jour, il reste plus rien. Des ligues comme le KOTS, bon ben, on enlève énormément du compte en banque à chaque fois. Et j'espère vraiment pour les athlètes que le sport va pas évoluer dans ce sens-là, parce que ça les condamnerait à des carrières très courtes, très brutales, et derrière potentiellement pas grand-chose en termes de retour, si ce n'est la satisfaction d'avoir vécu une épreuve particulièrement brutale. Oui, je suis d'accord, c'est pas souhaitable, mais c'est intéressant. Le MMA a mis longtemps à être légalisé en France par rapport à d'autres pays. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous l'avez vécu est-ce que vous avez vu cette différence justement de avant, après, les mentalités qui ont changé et pourquoi? Comment tout ça s'est passé? Pourquoi ça a mis autant de temps? Ben, je pense que ça a mis beaucoup de temps. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Après, je suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais voilà. Il semblerait que certaines fédérations aient appuyé les deux pieds sur le frein pour justement empêcher l'avènement du MMA, histoire de pas perdre leur hégémonie au niveau des adhérents. Et puis voilà, je pense que c'est ça foncièrement le fond du problème, mais je suis pas dans les petits papiers, donc je peux pas savoir. Et puis quant au changement de la vision du MMA, maintenant le MMA c'est rentré dans les mœurs et il y a eu un travail d'éducation qui a été fait aussi par des gens comme moi à travers mes vidéos où je montre que le MMA c'est pas des bourrins qui se tapent dessus, qui ont pas de cerveau. Voilà, c'est des jeunes comme tout le monde qui font leur sport, qui le font proprement et qui sont pas des gens assoiffés de sang, quoi. Mais ça, c'était un travail d'éducation et il a été fait. Et maintenant, le MMA est presque un sport comme les autres. Je suis assez d'accord avec cette idée qu'il y a eu un lobbying pour empêcher le MMA de percer, et pas qu'en France, hein, ça a été la même chose aux États-Unis. J'ai parlé tout à l'heure de John McCain, le sénateur qui a essayé de faire interdire le MMA. Il faut savoir qu'il était aussi pratiquant de boxe anglaise et un représentant de la boxe anglaise à l'époque, et que, à mon avis, il y avait aussi une peur de la perte d'une certaine hégémonie de la boxe dans les grands médias américains et dans la scène sportive américaine. En France, on a vécu la même chose. Je me rappelle de Chantal Joanneau, qui était ministre des Sports et qui avait dit que le MMA, qu'elle ne voyait pas pourquoi il faudrait légaliser le MMA parce que c'était comme du combat de chiens. Mais Chantal Joanneau, elle était aussi représentante du karaté, ancienne championne de karaté très titrée. Et du coup, je pense qu'il y avait une forme de conflit d'intérêts, beaucoup chez les décisionnaires qui refusaient de voir l'évidence, qui était que le MMA, au fond, c'était plusieurs sports déjà légaux à leur manière, chacun dans leur dimension, mais qu'on avait mis ensemble avec une dynamique de transition d'un sport à l'autre, et que ça avait rien de spécifiquement brutal ou barbare, surtout après les années 2000, au moment où il y a eu cette codification qui a été faite, les règles unifiées du MMA, etc., où vraiment on était dans une forme sportive. Donc je crois qu'il y a eu une vraie levée de bouclier pendant longtemps à ce sujet-là. Et après, des décisionnaires qui ont beaucoup capitalisé aussi sur cette image justement extrême du MMA, mise en scène par les organisations américaines, mais qui n'était plus aussi violente dans la cage. Il faut savoir qu'en termes de violence, le MMA, dans le pire des cas, en tout cas c'est ce que montrent plusieurs études de traumatologie, c'est l'équivalent de ce qu'on peut voir sur des accidents de VTT dans des compétitions de VTT. Les sportifs se font mal, ils peuvent se casser quelque chose, ils peuvent avoir des blessures, mais on n'est pas sur un sport qui met fondamentalement en danger la vie des pratiquants. Il y a très très peu de morts en MMA, bien moins qu'en boxe anglaise, bien moins que dans d'autres sports auxquels on pense pas forcément, comme l'équitation, le sport automobile, les sports de glisse. Et c'est finalement, je pense, beaucoup la publicité faite par les grandes organisations qui a donné cette impression que c'était un sport ultra violent, alors que dans les faits, on est quand même sur une pratique qui peut blesser, certes, mais qui met pas fondamentalement en danger les pratiquants. En tout cas, leur vie, en tout cas, n'est pas en danger. Ce qui dérangeait les gens, t'as parlé d'équitation ou de Formule 1, c'est qu'en Formule 1 ou en équitation, le but, c'est de pas détruire l'adversaire. Là, si tu es blessé en Formule 1 ou en équitation, c'est que c'était un accident. Alors que dans le MMA, le but, c'est de blesser l'adversaire, de le détruire. Donc c'est pour ça que ça choquait l'imaginaire des gens. On n'était pas sur ah mince, il s'est fait mal. Non, je l'ai fait exprès. Mais au fond, on avait la boxe anglaise, on avait la taille, on avait déjà le sambo d'ailleurs, qui avait des compétitions de sambo, il y avait quasiment tout du MMA, et ça dérangeait personne. Ce qui gênait, c'était les coups au sol. Et d'ailleurs, moi qui ai fait du karaté, il y a les coups au sol au karaté. On a le droit de frapper quelqu'un qui est par terre. Donc quand on disait mais c'est pas des
c'est malsain, on frappe l'autre qui est par terre. En karaté, on avait le droit aussi de le faire. Donc parfois, il y avait des paradoxes, mais comme tu l'as dit, qui étaient à mon avis sous-tendus par des lobbies. C'est d'accord. Et quand on a deux rappeurs, par exemple, Booba et Karis, qui voulaient régler leur compte dans un octogone de MMA, ça contribue à populariser aussi le sport, très certainement à ses dépens à ce moment-là. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles? C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Maintenant, t'as accepté le combat, avec mes règles. Vas-y, mon frérot. Moi, je suis chaud, je t'ai dit, si on peut pas le faire en France, on va le faire ailleurs. Est-ce que ça ridiculise pas aussi tout le travail d'éducation qui a été fait autour du MMA? Bah, ce qui ridiculise surtout, c'est de dire qu'on va le faire et puis on le fait pas. C'est surtout ça. Donc, bon, les rappeurs, ils jouent sur leur côté très masculin, très viril, et ils se disent que tiens, bah le sport le plus viril, le plus masculin, c'est le MMA, donc ils s'y accrochent. C'est un peu des guerres d'images. Et au fond, bah finalement, il y a pas grand-chose. Mais après, ça reste quand même des combattants. Bah Booba, c'est un combattant de boxe thaï qui a fait des combats. Karis, je ne sais pas, mais je pense que dans l'imaginaire maintenant collectif, dire tiens, on va régler ça dans un octogone, ça remplace viens, on va régler ça sur un ring. Donc c'est pour ça que le MMA a supplanté la boxe anglaise en termes de popularité, pas forcément en termes de paiement pour les athlètes, mais en termes de popularité, le MMA est passé devant. Ouais, moi je suis d'accord, c'est des combats qui se font jamais, et du coup pour le moment c'est juste une preuve de la popularité du MMA. Ce serait dérangeant pour moi si ça devenait comme ce qui est un petit peu en train de se passer dans le monde de la boxe, les combats les plus regardés, les combats qui attirent le plus l'attention. Aujourd'hui en boxe, on voit que Jake Paul contre Mike Tyson, ça suscite beaucoup plus d'attentes et d'attention que certains combats pour des titres mondiaux avec des sportifs ultra méritants qui ont construit des carrières longues et que personne va venir regarder. Donc là, si ça arrivait dans le monde du MMA, je me dirais dommage, on est dû peut-être passer du mauvais côté de la barrière. Mais aujourd'hui, c'est surtout des gens qui, voilà, des grandes gueules, qui se menacent et qui se défient sur les réseaux. Derrière, ça aboutit à pas grand-chose. Et finalement, ça donne surtout de la popularité au sport, qui du coup donne aussi de l'élan aux athlètes. Donc, à mon sens, c'est pas un vrai problème. On est souvent d'accord finalement. Franchement. Ouais. Et tu parlais de la virilité justement dans le MMA, le fait que c'était vu comme un sport très viril, très masculin, et c'était là où justement on venait régler nos comptes en tant qu'homme. Est-ce que c'est pas quelque chose qui prend trop de place dans le MMA? Est-ce que ça laisse justement de la place aux femmes, à d'autres personnes? Et est-ce que aujourd'hui même ceux qui regardent n'ont pas cette image de se dire bah je regarde parce que je veux être un homme fort, musclé? Oui, mais après là je te parle de stéréotype quand je parle de virilité. Mais bien sûr, il y a des femmes qui peuvent pratiquer le MMA, il y en a qui le font à très haut niveau, qui sont très fortes. Donc oui, tout le monde peut pratiquer le MMA. Mais ça reste un sport qu'on va plutôt mettre dans la case sport masculin, parce qu'on met encore les sports ou les activités dans des cases, et à tort ou à raison. Mais le MMA, c'est dans la case plutôt masculine. Ouais, à l'échelle des pratiquants, c'est vrai qu'on voit quand même un écart. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont aller se diriger vers le MMA que de femmes, mais ça vient beaucoup de la socialisation quand on est enfant, quand on est ado, où on va plutôt inciter les petits garçons à aller vers un sport de contact. Là où les petites filles, on va leur dire va faire de la danse, etc. Donc ça, c'est surtout nos représentations genrées qui sont quand même en train de pas mal bouger. On voit de plus en plus de femmes dans les sports de combat. Mais à la décharge du MMA, moi, je voudrais quand même souligner que c'est quand même un des rares sports de combat qui met vraiment en avant les combattantes, bien plus que la boxe anglaise par exemple, où l'une des premières superstars du MMA, c'était une femme, c'était Ronda Rousey, qui a porté quasiment l'UFC à elle seule pendant des années, et où aujourd'hui sur des main events, on va avoir des combats féminins, on va avoir autant d'attentes et de hype chez les spectateurs pour une combattante que pour un combattant, et ça vient d'une vraie volonté des organisations de dire on va faire la promotion des combattantes, on va les montrer au public, le public doit apprendre à les connaître, et grâce à ça, les gens s'investissent. Et je pense que ça pourrait servir de modèle à pas mal de sports de combat et d'autres sports en général. Si on investit sur les combattantes et si on investit sur les sportives, eh ben, il y a un retour sur investissement. En réalité, ça intéresse les gens et finalement, ça crée de l'attention et c'est gagnant pour tout le monde. Bah, ça intéresse les gens, s'il y a un bon storytelling, si les athlètes sont compétitives, et elles le sont,
Néanmoins, les hommes sont plus attirés par les sports de combat comme le MMA, parce qu'on a plus de testostérone et que ça nous rend plus agressifs. Donc on a justement une manière, un exutoire d'exprimer notre agressivité vers le MMA, et c'est aussi pour ça que les hommes s'y dirigent plus facilement, au-delà des aspects sociétaux. Justement, là, en France, ça a mis du temps à être légalisé, le MMA. Pourtant, aujourd'hui, c'est un vrai succès. On a des combattants comme, tu as cité Benoît Saint-Denis ou Cédric Doumbé, qui sont représentatifs justement du MMA français. Comment vous expliquez ce succès? En fait, la France, je pense qu'elle a plusieurs qualités. Déjà, elle a des qualités éducatives. On a des très bons pédagogues. Et on a aussi un mélange ethnique qui nous permet justement d'avoir le meilleur de chaque ethnie. Et du coup, ça fait des combattants redoutables. En France, on était surtout, comme tu l'as dit, plutôt axé sur le striking. Mais voilà, on a aussi des bons lutteurs en France. On a aussi une culture de la lutte, du judo. Et il fallait pas grand-chose pour justement acquérir certaines bases un peu plus spécifiques dans les sports de préhension. Et là, ça fait plus de 20 ans maintenant que le jiu-jitsu brésilien est implanté en France. Donc maintenant, on a des ceintures noires très qualifiées qui peuvent apprendre leur savoir aux élèves, et tout ça mélangé, ça fait qu'on a des très bons athlètes désormais. Ouais, moi je pense que si le MMA il explose autant aujourd'hui avec autant d'athlètes français qui performent, ça vient du fait qu'avec l'interdiction du MMA qui a traîné, avec les difficultés que ça pouvait représenter en termes d'entraînement, il y a eu un petit retard qui s'est accumulé sur certaines des dimensions du sport. Mais ce retard, il est en train de se rattraper, et il se rattrape à vitesse grand V. Aussi, parce que la France, c'est attirant pour des combattants étrangers qui veulent faire des camps, qui veulent faire des préparations et qui amènent du coup leur savoir, leur connaissance. Et du coup, ça crée une émulsion hyper saine. Et le sport est il est loin d'être à maturité. Je pense que le MMA français, il peut encore faire des choses encore plus incroyables. Mais il est en train de montrer un potentiel que tout le monde connaissait. Et justement, c'est pour ça qu'autant de gens se battaient pour la légalisation du MMA, parce qu'on voyait des sportifs qui avaient vraiment du talent, vraiment du potentiel, mais qui étaient obligés de partir combattre à l'autre bout du monde, qui pouvaient pas faire leur début de carrière dans des conditions saines, qui se retrouvaient parfois avec des fédérations, des organisations qui jouaient un peu sur le poids, sur ci, sur ça, pour rendre les combats assez inégaux. Et aujourd'hui, on peut avoir une carrière saine du début presque à la fin, et ça permet à des sportifs de percer tout simplement et de réussir à s'épanouir dans le sport. Ouais, là on a, je sais pas, 3, 4 à 5, je crois que c'est entre 3 et 5 combattants dans le top 5 mondial, quoi. Donc c'est extraordinaire. C'est incroyable. Est-ce que ça passe aussi par la création de ligues? Je pense à Hexagone MMA. Est-ce que c'est ça qui permet? Ah oui, ça passe par la création de ligues, et n'oubliez pas de venir me voir le 2 juin au Zénith de Paris. Ça passe bien sûr par la création de ligues en France. Donc les deux plus grandes en France, l'Hexagone MMA et le Ares, qui permettent aux jeunes athlètes de faire leur gamme, à la fois entre Français ou avec des mecs de l'étranger, mais qui sont pas des tueurs, comme à l'époque j'ai pu combattre justement à l'étranger, et à chaque fois je me prenais des machines de guerre. Je crois qu'il me semble qu'à l'époque, en 7 combats ou 8 combats, j'ai pris 5 mecs de l'UFC. Donc j'avais pas le choix, il fallait y aller. Et même si on allait au charbon avec plaisir, parce que c'était un sport qui nous passionnait, on n'était pas à la recherche de l'argent. C'était des situations compliquées où on servait souvent de faire valoir aux combattants locaux. Aujourd'hui, c'est différent, on peut construire des carrières, que ce soit avec la partie amateur, et puis ça monte crescendo. On passe pas de 0 à 100 km/h. Aujourd'hui, on peut construire une carrière intelligemment, et les ligues françaises sont là pour le faire. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que les sports de combat, on l'oublie souvent, mais c'est pas la compétence sportive suffit pas. C'est des sports où il va y avoir beaucoup de management qui va jouer sur les décisions, quel combat on prend, quel combat on prend pas, et être sûr que les conditions des combats soient justes. Quand les combattants français étaient obligés de partir à l'étranger en permanence, ça les mettait dans des conditions très compliquées. Ta carrière en est, je trouve, la preuve. T'as affronté des gens si durs, si tôt. C'est quand même assez frappant. Donc, c'est souvent des pièges. Et aujourd'hui, en ayant des ligues françaises, c'est l'occasion, justement, comme tu l'as dit parfaitement, de construire des carrières sereinement et de permettre aux sportifs d'atteindre leur plein potentiel au bon moment dans les bons combats. Le 2 juin au Zénith de Paris, les gars, il reste quelques places pour venir me voir. Faut me supporter. Est-ce que tu penses qu'un jour le MMA pourrait être aussi populaire que le foot, par exemple?
Je pense que ça dépend dans quel pays, en vrai. Parce que en France, le foot, c'est là depuis tellement longtemps que forcément, c'est ancré dans les... C'est comme en Chine avec le ping-pong ou genre le rugby en Nouvelle-Zélande, etc. Je pense que ça pourrait être presque aussi populaire que le foot en France, mais ce serait plus répandu, je sais pas, en Angleterre ou dans ces pays-là, quoi. Dans les pays anglophones, le MMA a plus de popularité, par exemple. Ouais, là où ça s'est développé vraiment, je pense, ouais. Comment on peut fédérer en faisant un sport perçu justement comme violent? Est-ce que c'est facile de fédérer en faisant du MMA? Oh bah déjà, moi, je suis pas là pour fédérer, hein. Moi, je suis là pour prendre mon plaisir. Et si les gens suivent derrière, tant mieux. Mais si je fédère, je sais que je fédère, c'est parce que je reste quelqu'un de normal, de poli et de sympathique. C'est ce qu'on peut voir à travers mes vidéos. Ouais, on n'est pas des brutes qui on bombe pas le torse à se la raconter. On est des gens normaux, simples et qui vivons notre passion. Donc on est loin des clichés qu'on pouvait avoir sur les combattants, des grosses brutes, voilà, soifées de sang, qui crachent par terre, qui te bousculent pour un oui ou pour un non. On n'a qu'à voir des gars comme Cyril Gane, c'est des amours. Des gars comme Saladin Parnasse, c'est des amours, toujours le sourire. Benoît Saint-Denis, pareil, toujours poli, souriant, serviable. C'est des mecs qui te donnent envie tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il pratique, lui, il fait quoi? Ah, du MMA? Mince. Et c'est ce genre de personnes qui fédèrent. Oui, et puis il faut se rappeler qu'il y a plein d'autres sports où les gens peuvent se blesser, qui quand même ont un énorme engouement. En boxe, on peut se blesser, en rugby, on peut se blesser, et c'est pas pour autant que les gens n'y vont pas. Puis comme tu l'as dit, je pense que quand on va dans un club, on se rend compte que personne vient nous tabasser, que les gens sont quand même très attentifs à leurs partenaires d'entraînement la plupart du temps, qu'on essaie justement on n'est pas adversaire, on est partenaire quand on s'entraîne. Plus tard, après, dans les sparring, etc., des dynamiques peuvent changer, mais au départ, il y a quand même un immense respect, ne serait-ce que de l'intégrité physique de l'autre, et qu'on est surtout là pour apprendre des techniques, et petit à petit, ça permet de se sentir plus à l'aise, de comprendre les niveaux de violence qu'on est prêt à accepter et ceux qu'on n'est pas prêt à accepter. Tout le monde ne veut pas devenir professionnel, tout le monde ne veut pas devenir compétiteur. Il y a un monde du MMA pour des gens qui sont juste amateurs et qui ont envie de s'amuser, de se faire plaisir après le boulot, et je crois qu'il suffit d'aller dans les clubs pour se rendre compte que c'est quand même une activité très saine. Bon, moi-même qui suis un enseignant, j'ai des petites nanas de 50 kilos qui viennent, qui sont toujours bien accueillies. Ça reste un sport violent, mais on se protège. Il y a des casques, il y a des gros gants pour pas se faire mal, les protèges tibia. Et puis bien sûr, chaque pratiquant va s'adapter en fonction de la personne qui est en face. Donc ça reste une violence certes, mais une violence mesurée qui est à même de préserver l'intégrité. Et comme tu l'as dit, on va pas tous aller dans la cage en combat professionnel. Et pourquoi, selon vous, c'est les sports qui sont plutôt perçus comme violents qui vont attirer les gens et qui vont susciter justement de l'intérêt? Pourquoi c'est pas des sports comme, je sais pas, l'ultimate ou le golf qui soulèvent des foules, contrairement à du rugby, du football américain, du MMA? C'est un peu comme les informations. Aux infos, ce qui plaît le plus, c'est les scoops un peu violents. C'est les choses qui attirent l'œil en premier. Et le MMA, finalement, c'est assez simple à comprendre. On met deux mecs dans une cage et ils vont se taper dessus, entre guillemets, pour notre plaisir. Et voilà, c'est quelque chose de satisfaisant. On peut parler de catharsis, comme au théâtre. On arrive à exhumer une violence à travers un spectacle. Et le MMA, en ce sens, reproduit à merveille cette catharsis. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est forcément les sports violents qui intéressent les gens. Aujourd'hui, il y a par exemple un énorme engouement sur le biathlon. C'est pas un sport spécialement violent, personne se fait mal. Un engouement sur le biathlon? Ah ouais, non, sans déconner. C'est un sport qui est vraiment regardé. Il y a une vraie fanbase. Ah je l'ai enregistré tout à l'heure, je rentre, je regarde. Il y a des gens qui enregistrent, les gens qui ne s'y intéressent pas assez. Une prochaine vidéo. Le biathlon. Greg au biathlon. Mais d'autres sports, l'athlétisme, ça intéresse les gens, le foot. Le biathlon, t'as trouvé un autre exemple? Ça m'est venu en tête parce que je vois de plus en plus de gens qui en parlent. Et, les gens de la montagne, moi aussi. Les gens aiment le ski, quoi. mais bon, allez, le foot, voilà, un sport. Le foot, je vous montrais justement les commotions qui pouvaient être provoquées. Mais les gens regardent pas pour les commotions. J'ai regardé le foot pour voir une commotion, on regarde le foot pour voir un but. Donc je pense que moi je regarde pour les commotions. Toi t'es là que pour les blessures. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même d'autres sports qui attisent l'attention et qu'il n'y a pas que la violence qui attire les gens. Et je suis pas sûr que ce soit la violence du MMA qui attire tout le monde. T'as parlé de storytelling tout à l'heure. Je crois que les gens, ils sont très investis dans les storytelling, ils adorent les bonnes histoires. Et les ligues de MMA l'ont de mieux en mieux compris et ça donne envie aux gens de regarder aussi, quoi. Là, il nous pose la question sur la violence, donc je réponds sur la violence. Bien sûr,
ça fait partie du package, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Mm. Il y a la technique, il y a le storytelling, il y a le dépassement de soi, tout ça. Donc oui, il n'y a pas que la violence, c'est sûr. Mais ça en fait partie. Je suis d'accord. On arrive vers la fin. Est-ce que vous avez une question pour la personne en face de vous? Il y a un sujet de désaccord que vous vouliez aborder avant et qu'on n'a pas abordé là. Ouais, il y a un sujet polémique, mais après, si t'es pas à l'aise, Vas-y, frérot. ça, voilà, je veux pas le forcer ou quoi. Mais c'est un truc qui m'a un peu dérangé. J'ai vu, ça n'a rien à voir avec toi, mais j'ai vu une vidéo de Thibaut InShape. Il a fait une vidéo où il montrait une femme trans Ah, je sais, qui faisait les du transgenres. MMA. Ah. Et voilà. C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Et quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans est un ancien mec des forces spéciales. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. Alors, si tu veux y aller, on y va. Sinon, on n'y va pas. Je veux pas forcer le débat, mais j'ai vu sa vidéo où il disait oui, les femmes trans. Il y a encore une femme trans qui défonce une femme cis dans une cage de MMA, etc. Et j'ai vu plusieurs fois aussi dans le Joe Rogan Experience, Joe Rogan qui est donc un des commentateurs de l'UFC, qui est un représentant du MMA mondial, parler de cette question des personnes trans de manière assez négative, en disant les femmes trans qui vont dans le sport, c'est grave. Et personnellement, en fait, je pense que c'est faux. Je trouve que toutes les études scientifiques aujourd'hui qu'on a démontrent que les femmes trans qui font du sport, elles arrivent pas. Enfin, il suffit pas de dire salut, je suis un gars. En fait, je m'identifiais comme femme et je peux faire du MMA. On demande, il y a deux choses qui sont demandées par la plupart des ligues. C'est une vérification que la personne vit dans le genre auquel elle s'identifie. Donc, si je dis que je veux combattre en tant que femme, il faut que dans ma vie, je me genre de la même manière. Mais tu vas très loin. Non. Tu vas me dire que les femmes se comportent spécifiquement d'une manière spécifique? Non, ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, la personne se vit en tant que femme. Donc c'est déjà une des premières choses qui est vérifiée. Elle dit que je suis une femme voilà, elle le vit dans sa vie de tous les jours. Et la deuxième chose qui est vérifiée, c'est qu'il y a une transition médicale. Je crois qu'il y avait des stéréotypes de genre. Non, évidemment. Et du coup, une transition médicale qui passe par la prise d'hormones. Et une prise d'hormones, du coup, c'est ça que démontrent les études, qui engendre une perte de la masse musculaire, une perte du cardio, qui renvoie, a priori, dans la norme des femmes cis non sportives. Donc, ça enlève quand même beaucoup des avantages induits. Et du coup, je trouve qu'une fois qu'on a ces éléments-là, tout ce qu'on a, c'est deux compétitrices qui s'affrontent, sachant que les personnes trans, aujourd'hui, si on prend les chiffres de l'État français, c'est 0,09% de la population, donc on est quand même sur un truc ultra minoritaire. C'est pas le problème, ça. Qui prend pas tant de place que ça. Donc on n'est pas dans une situation où il va y avoir une femme trans qui va dominer dans tous les sports et qui va remplacer toutes les femmes cis. D'ailleurs, il y a quasiment aucun sport où il y a une femme trans qui domine plus que les autres. Et quand on prend des exemples, par exemple la nageuse Ilia Thomas qui a eu une énorme sauce parce qu'elle avait gagné une compétition et on dit regardez maintenant elle gagne tout, maintenant qu'elle a fait sa transition. Elle a gagné une course dans une compétition, elle était inscrite à 3 courses. S'il y a une injustice, c'est une injustice de trop. Mais c'est pas une injustice. Ah bah voilà, donc ça c'est autre chose. Pas d'avantage biologique, pas d'avantage du coup physique avec le traitement. Une victoire en course dans une carrière. Enfin c'est pas anormal pour un sportif. J'ai pas vu les études dont tu me parles, donc je vais te croire sur parole, mais il me semblait que si tu avais reçu des doses massives de testostérone pendant X temps, tu gardais un avantage pendant longtemps. La prise des traitements hormonaux crée en fait une fonte immédiate, fonte musculaire et baisse de tout ce qui est des capacités en termes de cardio, etc. Donc vraiment l'avantage biologique, ça il y a quand même, on commence à avoir du recul parce qu'avant les études étaient assez jeunes, mais on commence à dire, on voit clairement qu'il n'y a pas un avantage. Non mais l'idée c'est que Jean-Pierre il arrive pas à sa carte d'identité, qu'il dise c'est bon maintenant je suis une femme, je m'appelle Sylvie, je vais combattre. Exactement. Donc si c'est impossible. Voilà. Donc si on fait Sylvie, venez, on va vous shooter aux oestrogènes. On regarde la fonte musculaire, la fonte du capital osseux, les réflexes, tout ça qui sont moins vifs, l'agressivité qui descend, hop, tout ça. Et si effectivement elle arrive dans les normes d'une femme, ce qui est le cas selon les études, a priori ça me pose pas de problème. Mais c'est le premier exemple qui peut être choquant. Et c'est ces exemples-là qui ont été mis en avant, où effectivement, où Jean-Pierre, il a pris sa carte d'identité, il l'a changé, et il allait se battre. Donc dans cette configuration, et c'est dans cette configuration que je pense que Thibaut, il était un peu choqué, et que tout le monde le serait, c'est de me voir moi avec une perruque en gros, qui me tabasse contre une nana. Donc ça serait choquant. Si je disais, maintenant je suis une femme. Oui, parce que là on rentrerait dans de la tricherie, tout simplement. Voilà. Mais c'est vraiment loin d'être le cas. On est sur des vraies personnes en transition. Mais vu que c'est déjà arrivé, ce que j'ai dit,
Par exemple, Thibaut, il a... Je savais pas que c'était vraiment arrivé. La vidéo de Thibaut InShape, pour le coup, c'était une vraie combattante. Celle à laquelle je pense, c'était une vraie combattante en transition. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même une espèce de panique morale sur les personnes trans. Aujourd'hui, les personnes trans sont interdites, les femmes trans, en tout cas, sont interdites de compétition d'échecs. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi la masse musculaire, l'avantage physique change quoi que ce soit pour jouer aux échecs. C'est pas un des rares sports mixtes, justement? Bah, il y a une ligue féminine et les femmes trans sont interdites de compétition d'échecs. Elles ont le droit d'aller dans les compétitions mixtes, mais elles n'ont pas le droit d'aller dans les compétitions féminines. Pourquoi on n'est pas mélangé? Ah bah, faut demander à la fédération d'échecs. Hein. Très étrange. Ça, moi, je ne sais pas. Mais du coup, je pense que voilà, il y a une forme de panique morale. Je voudrais juste rappeler que, en fait, c'est pas juste la question des compétiteurs et des compétitrices, mais c'est surtout parce que quand on interdit aux compétiteurs et aux compétitrices de venir, on dit aux amateurs, aux personnes trans qui voudraient faire un sport de contact, un sport de combat, on leur dit tacitement, vous n'êtes pas les bienvenus parce que regardez, on fait des sauces sur ci, sur ça. Non, mais je crois qu'il faut ouvrir un peu la porte, quoi. Mais bien sûr qu'il faut ouvrir la porte. C'est juste qu'il y en a qui ont abusé. Je me rappelle d'un gars, là, qui faisait de l'haltérophilie. Il avait explosé, je dis n'importe quoi, le record féminin c'est 300, et le gars, il est arrivé à 450. Donc c'est pour ça que faut bien respecter les étapes. Et vu que c'était spectaculaire, ça a été montré sur les réseaux, et puis les gens ont fait, ah non, c'est dégueulasse, c'est trans et tout ça. Mais les gens n'ont rien contre les trans, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Et si votre taux hormonal et votre masse musculaire correspond au standard féminin, participez, il n'y a pas de souci. C'est juste les dérives qui sont sujets à polémique, et c'est ces sujets-là qui font mal justement à la communauté trans, parce qu'effectivement là on pourrait les discriminer et leur dire bon là non vous exagérez, c'est pas juste, mais juste à cause de ces exemples, d'accord. Mais si les études le montrent, moi il y a pas de souci. Je me méfie un peu des exemples parce que souvent quand on creuse, c'est loin d'être aussi spectaculaire. C'est juste les caricatures qui gênent et qui sont prises comme exemple et qui peuvent justement desservir la communauté trans. Oui, d'ailleurs, allez écouter les personnes trans sur le sujet qui ont des choses super intéressantes à dire. Bien sûr, bien sûr. J'ai une hernie discale ici, là, faut pas me forcer dessus. Ah bon? Ouais. Vous m'emmenez un gars cassé. Ah oui, mais bon. Allez, tu te mets à cheval sur moi, on regarde combien de temps tu peux rester. 2 secondes en débatté. Ah le bâtard. Ok. Qui est fort? À toi. Ouais, c'est 8 secondes. Hein. Mais 8 secondes, c'est pas mal. Allez, go, sors-toi de là. Bordel. C'est à cause de l'hernie seulement. C'est la hernie discale, hein. Allez, continue. C'était le striking, mon truc, moi. Ah bah oui, mais tu vois, je vais pas te taper dessus non plus. Maintenant que je vois comme t'es fort, je suis assez d'accord. On fait le striking maintenant? Non. J'ai piscine. J'ai piscine. Ah bordel, c'est fort. Mais ça, c'est pour montrer que quand on est en dessous, on peut s'en sortir. Qu'est-ce que je pouvais faire pour te retourner? C'est compliqué. Sachant que t'es quand même... Alors, s'il y a 2 choses à faire intéressantes, c'est où? Toi, t'as voulu le faire en force? Ouais, que j'ai pas. En me bloquant? Ouais. Ou tu travailles sur les hanches? Hop là. Sur les genoux. C'est mon fut, putain. C'est pas grave. Sur les genoux, les hanches. Ouais. D'accord? Ou alors, le plus simple, c'est de faire ça. Vas-y. Ouais. T'as vu? Là, c'est sans forcer. Ah, je sais pas si j'ai bien vu la technique. Regarde, bah, je vais te montrer. Regarde, là, tu vas tendre cette jambe. Ouais. Tu vas te mettre un peu sur le côté et attraper ma cheville avec ton pied. Avec ton talon. L'autre. Non, j'ai pas. Mets-toi, voilà. Mets-toi sur le côté. Là, comme ça? Ouais. Avec ton pied, tu chopes mon talon. Tire. Ouais. Tire et l'autre, avec ton autre jambe, tu vas faire un ciseau. Emmène-la là-bas, ton autre jambe. Comme ça? Voilà, encore. Non, reste faire ça. Reste là. Tu vas faire ça en fait. Ouais. Alors reviens. Okay, vas-y. Donc ici, je vais là. Tire. Je tire. Voilà, ensuite remets ton bassin vers le plafond, ton sgag vers le plafond. Ouais, j'y suis. Faut lui parler comme ça. Tu pousses mon genou avec ta main. Ouais, ok. Pousse, et maintenant, sortez, hop. Et voilà, tu vas revenir en ce qu'on appelle en demi-garde. Ouais, ok. Recommence. Allez, tends ta jambe. Alors, tends la jambe. C'est là, je la mets-toi sur le côté. Chope mon pied. Là, je pousse. Voilà, encore. Le bassin, remets-le vers le plafond. Non, vers le plafond, ouais. Et là... Bah voilà, là t'es en demi-garde, tu m'en es sorti, à peu près. Hein, c'est pas parfait, mais bon. Ah, le sol, ça a toujours été ma... Check mon baba. Mon enfer. Merci. Toujours l'accolade dans ce sport de débile. C'est vrai.